Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant traiter cette note d'actualité sur le carbone. Je vous rappelle que cette note se rattache à mon site de culturesociétale.com sur laquelle se trouvent 800 heures de cours et cela se rattache à l'intelligence sociétale puisqu'il y a bien une intelligence artificielle en matière scientifique. Il peut y avoir une intelligence sociétale à bien comprendre le fonctionnement des sociétés, ce qui permet de fabriquer, de faire s'épanouir plutôt des citoyens, d'où ce titre place des citoyens aussi. Et ça se rattache là à un projet politique large que j'ai créé dans mon livre bleu en juillet 2019 à la suite des Gilets jaunes, etc. etc. Bon. La présente note d'actualité a été élaborée donc à partir de deux sources. D'abord l'immense fonds documentaire du site, et puis les dernières notes d'actualité. Dans le site, il a été puisé dans le module écologie. C'est une fraction de ce module que j'ai utilisé sur le carbone, puisqu'il a été beaucoup question de ce problème depuis une quinzaine d'années au moins. Voilà. La présente vidéo va se composer de deux parties, la note de l'actualité récente et un extrait sérieux de l'encyclopédie, c'est-à-dire du site, à laquelle la note va s'incorporer. La note de l'actualité récente comporte les deux points qui suivent. La taxe carbone qui est en projet. On est à la fin du mois de janvier 2023, début février maintenant. Voilà. Les cours du colza et de l'huile de palme, je les ai rappelés parce que c'est un problème qui se rattache à la filière du biodiesel. Et donc ça a des implications sur le carbone aussi, bien sûr. Sans compter la déforestation, le défrichement pour l'implantation des palmiers à huile et du colza, bien sûr. Donc la taxe carbone. Le projet qui est en cours, l'Union européenne projette de taxer les importations de biens ou de services venant de pays polluants dans les secteurs les plus polluants, l'acier, le ciment, l'engrais, etc. La procédure qui est instituée, d'abord les importateurs déclareront le carbone des biens importés, venant donc de l'extérieur de l'Union européenne, et ultérieurement, on veillera à leur taxation, ils seront taxés. Le but, c'est l'équité de traitement entre les entreprises de pays occidentaux soumis à l'achat de droits à polluer, comme on a fini par le dire ouvertement, le fait d'acheter des quotas carbone pour pouvoir réaliser une activité industrielle ou commerciale, c'est l'équivalent d'un droit à polluer. Et puis les autres pays qui n'ont pas cette réglementation. Pour la petite histoire, en 2006 ou 2005 plutôt, dans l'Union européenne, les entreprises polluantes ont bénéficié d'un quota de carbone gratuit qui leur était donné gratuitement, ce qui ne les empêchait pas d'acheter d'autres crédits, d'autres quotas de carbone ou des crédits carbone. Ceci pour limiter les délocalisations dans des pays, la tentation de délocaliser dans des pays où il n'y a pas de telle limitation. Voilà. Voilà pour la taxe carbone. Et pour une note quand même un peu plus ancienne, le cours en bourse de l'huile de palme et du colza. Le colza sur Euronext, le cours du colza a
a presque doublé. Les causes, c'est que la récolte canadienne de canola, alors on apprend un mot là, le canola, bon, a chuté. Le canola est le nom du colza OGM outre-Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis, quoi. Commercialisé dans le monde entier, le canola, colza OGM outre-Atlantique. Pour l'huile de palme, qui est un sujet à part entière, son cours boursier a doublé. Les causes en Malaisie, la main-d'œuvre manque, notamment pour cause virale. Cette note n'est pas tout à fait récente, elle date de la période de Covid dans laquelle nous sommes encore remarqués. Autre cause. Le colza et l'huile de palme sont demandés aussi par la filière biodiesel et ça contribue donc à la filière du carbone, notamment aussi par ce que j'ai dit précédemment, l'installation de ces cultures, notamment, et sans compter la filière elle-même biodiesel. Voilà. Donc, je rappelle cette vue du début, où je vous disais que la présente vidéo se composait de deux parties. La note de l'actualité, pas tout à fait la plus récente, presque là, par exception, sauf la taxe carbone, bien sûr, qui est très récente, et un extrait sérieux de la partie du module à laquelle se rattache cette note. On va passer à cet extrait sérieux. Donc, je vous rappelle que ça se rattache donc à l'intelligence sociétale. L'encyclopédie de culture sociétale, je l'ai divisée en modules. Et là, nous allons basculer dans le module 4, écologie. Voilà. Où nous avons une citation de Nicolas Hulot que j'ai placée là en exergue. La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de toute la crise que nous vivons. C'est une opinion. Il est certain que on peut parler de mondialisation comme maintenant de démondialisation aussi. Tout est vrai là-dedans. Et le libre-échange, oui, évidemment. Ça. L'abolition des frontières douanières, l'abolition des frontières phytosanitaires, OGM, etc. Ça conduit à une crise. Voilà. Dans le module écologie, le module est divisé en programmes. Nous allons passer directement au programme 6, pollution, nuisance et fléaux. Voilà. Programme 6. Et dans le programme 6, c'est la section 1 qui nous intéresse, le carbone, puisque cette note a pris ce sujet-là dans l'actualité. Il va être rappelé ici un contexte qui date depuis une quinzaine d'années au moins, voilà, sur le carbone, et où ça permettra de comprendre mieux où on en est arrivé. Donc on va commencer par un paragraphe premier sur les arbres et forêts. Nous avons des fondamentaux scientifiques, etc. Bon, on va voir ça. Et nous verrons après un paragraphe 2 sur les finances et l'économie. Arbres et forêts, donc nous avons des fondamentaux scientifiques qu'on va rappeler. Ensuite on verra des aspects économiques. Ensuite on parlera des précipitations, des tourbières, du recul des forêts et un arbre synthétique même qui a été inventé. Oh, il y a déjà quelque temps, voilà, bien sûr. Grand A, fondamentaux scientifiques. D'abord le gaz carbonique. Une des causes du réchauffement, évidemment, c'est le gaz carbonique. Évidemment. On le sait bien avec
cette image de l'ours qui est isolé à la dérive, hein, et puis les nuages de pollution. Petit b, pour les océans, les algues et les plantes, les puits de carbone. L'atmosphère perd son gaz carbonique au contact de l'océan et des plantes terrestres qui consomment du gaz carbonique et des plantes aquatiques, notamment les algues. Je vous rappelle aussi qu'on parle tout le temps du carbone, mais pas assez de l'oxygène, et que les plantes terrestres consomment du gaz carbonique et produisent de l'oxygène. Les algues aussi, puisque la fonction chlorophyllienne donc a cette particularité. Deuxièmement, les plantes et les arbres. La photosynthèse, justement, production de dioxygène, et de glucose puis cellulose. Les plantes terrestres, par la photosynthèse, transforment le gaz carbonique en dioxygène et en glucose, lequel est ensuite transformé en cellulose. Ça nous donne les troncs des arbres, ça. Et les parties, et certaines parties des tiges des plantes. Mort d'un arbre. Alors, pour ceux qui voulaient approfondir, ça ne manque pas de documentation sur la photosynthèse, etc. Mort d'un arbre. Première remarque. La mort d'un arbre, par incendie, décomposition, relâche dans l'atmosphère la quantité de gaz carbonique stocké dans l'arbre. De plus, pour la décomposition, l'arbre consomme autant de dioxygène qu'il a produit au cours de sa vie. Alors évidemment, cette notion fait beaucoup réfléchir. C'est-à-dire, faut-il éviter que les arbres se décomposent naturellement, donc se décomposent naturellement. Voilà. Une forêt ayant la même quantité de jeunes et de vieux arbres, une forêt dite irrégulière, est équilibrée et elle est neutre pour la production de carbone. C'est l'état des forêts naturelles, comme on dit. Pour ce qui est de l'oxygène respiré, la production de végétaux qui n'ont pu se décomposer à l'air libre, car séquestrés sous forme de pétrole ou de charbon. Alors voyons voir ça. Le dioxygène actuel que nous respirons, c'est la production de végétaux qui n'ont pas eu le temps de se décomposer à l'air libre, car ils ont été séquestrés géologiquement sous forme de charbon ou de pétrole. En partie, donc, en effet, ce sont les végétaux qui ne se sont pas décomposés. Petit b, en brûlant des combustibles fossiles, on libère du CO2. À ce sujet, voici une longue tradition des meules à bois pour faire du charbon de bois. Et la houille, qui est au contraire un charbon sédimentaire. Voilà les deux types de charbon que l'on connaît. Notion économique maintenant. Une étude de 2007 aux États-Unis a montré que la quantité de carbone piégée par les arbres est limitée. Il serait plus efficace d'améliorer le rendement énergétique des automobiles. Bien sûr, l'invention de la voiture électrique ou de la voiture à hydrogène répond à cette question, mais il y a des questions de coût.
Et puis d'écologie aussi, bien sûr, que tout le monde connaît. Que fera-t-on des batteries? Deuxièmement, afin de sauver la forêt, il faudrait réfléchir à des réformes agraires. Bien sûr, c'est la place de la forêt dans le monde de l'agriculture et aussi de l'urbanisation. Quelle place voulons-nous pour les forêts? Ensuite, fabriquer des bouteilles avec du plastique usagé émet moins de CO2 que du plastique neuf. Donc en effet, c'est toute la filière de la récupération qu'il faut recommander. Les précipitations. La baisse des précipitations va contraindre les forêts à s'adapter. Nous vivons le réchauffement climatique maintenant. Se déplacer ou voire à mourir. Application. Pour les forêts boréales. Ces forêts-là. Cela devrait concerner les forêts boréales du nord de l'Alaska à la Sibérie orientale. De même pour les forêts tempérées, elles seraient soumises à des risques d'incendie qui les transformeraient en source de gaz carbonique. Chaque fois qu'il y a un incendie, il y a dégagement de gaz carbonique. Une note sur l'eucalyptus. L'eucalyptus est avide d'eau. Ils peuvent capter jusqu'à la moitié des précipitations annuelles. C'est vrai que l'eucalyptus est utilisé aussi dans des zones humides pour assainir le sol. En Argentine, cela conduit à une élévation importante de la quantité de sel dans le sol. Il y a une expérience qui a été conduite en ce sens. Voilà un des plus communs, l'Eucalyptus globulus. Le koala qui connaît toutes les variétés d'eucalyptus, utile à sa santé. Et une fleur d'eucalyptus. L'eucalyptus, il y en a plus de 600. Et en effet, il y a plusieurs variétés à fleurs qui sont admirables. Les tourbières maintenant. J'en parle spécialement dans le module écologie, dans le programme milieu. Bon. Ici, c'est une petite synthèse. Une étude a révélé que les tourbières produisent 10% des émissions mondiales de CO2, ce qui représente davantage que les émissions liées à la déforestation. Oui. Elles accumulent des quantités énormes de carbone et peuvent brûler longtemps une fois enflammées. Ensuite, la principale source de dégradation des tourbières est leur drainage, motivé par la plantation de palmiers à huile, ou d'acacia ou d'eucalyptus, mais moins. Cela conduit à leur assèchement. Or, l'assèchement stimule l'activité bactérienne de décomposition, d'où l'émission de quantités importantes de CO2. Donc le bilan des tourbières est plutôt négatif. Le recul des forêts.
un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation en 2010. La FAO avait fait ce rapport, bilan trompeur, le recul des forêts dans le monde ralentit grâce au reboisement de la Chine et de l'Inde. C'est vrai que notamment la Chine a pratiqué une politique récente de reboisement. Mis à part le fait que le pays est un pays surtout de montagne, la Chine est un pays de montagne avant tout, il n'y a qu'à regarder une carte, hein. Et dans les montagnes, il y a des forêts naturelles. Par contre, les grandes forêts tropicales continuent de disparaître rapidement. Oui. Et le cas classique, évidemment, c'est l'Amazonie. Les forêts couvrent le tiers des terres de la planète, on le sait, statistique très générale, et on possède plus de la moitié. Le Brésil, ça se voit, le Canada aussi, la Chine, les États-Unis et la Russie aussi. Les pays où la forêt disparaît le plus vite, c'est le Brésil, on voit la situation de l'Amazonie, l'Indonésie, avec la plantation du palmier à huile notamment, mais aussi l'Australie en raison des incendies. Les incendies ravagent évidemment les territoires forestiers. Et nous allons clore ce passage avec un arbre synthétique. Un physicien de l'Université Columbia de New York a présenté en 2009 un arbre artificiel. Il est fait d'une résine qui piège le CO2. On peut ensuite stocker ce gaz géologiquement, par exemple. On peut le stocker. Le coût, à cette époque, était très élevé. Pour ceux qui voudraient actualiser, qui voudraient en savoir plus, c'est le Center for Negative Carbon. Voilà, apparemment les Chinois s'étaient beaucoup intéressés à ça. Un arbre synthétique qui piège le CO2. Voilà l'Université de Columbia. Ça n'a pas dû changer. Donc nous sortons des arbres et des forêts pour aborder des notions de finance et d'économie. On va d'abord traiter dans un grand A l'histoire et les principes. L'histoire, c'est une origine forestière. Les principes, c'est les quotas industriels. Et on dira un mot pour le mécanisme RED. Voilà. L'histoire et les principes. 2007, conférence de Bali. Il avait été convenu à la conférence sur le climat à Bali en 2007 de lancer des opérations pilotes permettant d'évaluer les meilleurs moyens de récompenser la bonne gestion de la forêt. Il avait été dit qu'un hectare de forêt non détruite créerait ainsi un crédit monnayable sur le marché des émissions. Un crédit monnayable. Le recours donc à l'argent. C'est une idée qui a parcouru un chemin, en effet. Mais les quantités en jeu risqueraient de noyer ce marché encore jeune et de faire plonger le prix de la tonne de carbone à un niveau très bas. Donc le mécanisme financier à mettre en place à la conférence de Bali était sujet à débat quant au marché du carbone. La Norvège, elle, a annoncé qu'elle allouerait 500 millions de dollars chaque année pendant 4 ans
pour soutenir des projets évitant la déforestation. Voilà, une position courageuse de la Norvège. Deuxièmement, les principes au-delà de l'histoire. L'UE laisse les États libres en substance. Donc les quotas d'émissions de CO2 n'étant ni un produit financier ni une matière première, l'Europe laisse libre chaque État d'arbitrer seul cette question juridique des quotas. L'Union européenne a laissé libre chaque État d'arbitrer. Des voix se sont élevées pour demander la création d'une autorité européenne afin de surveiller ce marché. D'ailleurs, on le verra, il y a eu de la fraude, beaucoup. Les registres nationaux, puisque ça relève de chaque État, doivent être sécurisés, car il y a des fraudes. Bon, vous avez un schéma très simple là, la formation du marché carbone, où une entreprise 2 qui a des émissions limitées et qui a des crédits à vendre, les vend, et l'entreprise 1 qui a une activité plus importante qui dépasse les émissions qui lui ont, les quotas qui lui ont été attribués, doit acheter donc les quotas qui sont sur le marché carbone. Voilà. Créé en 2005, le système d'échange de quotas permet aux entreprises soumises à des plafonds d'émissions de CO2 d'échanger l'échange des permis de polluer. Les entreprises qui dépassent leurs quotas doivent en acheter sur le marché à des industriels qui ont des excédents de quotas. Quelle est la valeur de ce système en milliards? En 2009, le quota d'une tonne de CO2 s'est négocié à 13,1 € pour un total d'une valeur de 65 milliards d'euros. C'est des milliards tout ça. En 2011, la valeur du marché était de 100 milliards d'euros. Ça montait. En 2020, le quota carbone a baissé. Mais en 2020, quand même, il a atteint le prix de 31 € la tonne de CO2. C'est-à-dire 3 fois le niveau de 2009. Disons un mot du mécanisme RED. Histoire, signification, déforestation évitée, déforestation évitée, ou RED. Voilà, Reduction Emission from Deforestation, Degradation, etc. Où trouve-t-on l'argent? La Banque mondiale a créé le Forest Carbon Partnership Facility, FCPR, pour aider les pays à élaborer leur politique forestière en la matière. Donc voilà, pour éviter la déforestation. Donc, ça a été médiatisé. Un avocat célèbre à Bali, Kevin Conrad, avocat, est devenu célèbre quant à la conférence du climat de Bali. Il a mis au défi les États-Unis de se joindre au consensus des quelques 180 nations présentes qui étaient demanderesses d'argent ou de s'en aller. Bon, la Rainforest Coalition, le représentant de la Nouvelle-Guinée, Papouasie, s'exprima au nom d'une quarantaine de pays rassemblés au sein d'une coalition.
Cette coalition milite pour que la protection du bassin forestier primaire donne droit à une compensation financière, de l'argent. On veut bien conserver les forêts primaires, mais et ne pas les convertir en plantation d'huile de palme, mais il faut une compensation financière. Le bilan a été triste. Le projet RED est un échec, car s'il y a eu beaucoup de pays forestiers demandeurs d'argent pour financer leur politique, il y a eu aussi beaucoup d'experts et d'organismes pour élaborer ces projets, mais il y a eu très peu d'acheteurs, c'est-à-dire d'entreprises, essentiellement des fonds d'organisation internationales. Voilà le résumé de cet échec. Beaucoup de demandeurs et peu d'acheteurs. En clair, l'argent. Certains pays forestiers auxquels, aux premières heures, on avait fait miroiter des centaines de millions de dollars, accusent les pays industrialisés de les avoir bernés. Il est plus facile de demander de l'argent que d'en verser. Bon. Une certaine naïveté aussi des nations forestières. Lors de la conférence sur le climat à Bali en 2007, sans attendre l'issue des discussions, on a admis que les nations forestières présentent des projets RED, tout de suite. Des projets ont donc fleuri un peu partout. Mais assez rapidement, plus tard, il n'y a pas eu d'acheteurs. Conférence de Copenhague en 2009 qui a marqué un coup d'arrêt à la politique RED. On ajoutera que les institutions internationales et les bailleurs bilatéraux ont dépensé plus de 7 milliards de dollars depuis 2007 pour appuyer les pays dans l'évaluation de leurs forêts et le lancement de projets. L'essentiel de cette somme a servi à rémunérer finalement des bureaux d'études et des ONG. Voilà. 7 milliards. Une gabegie. Le bilan fin 2012, le projet RED opérationnel couvre une surface de 14 millions d'hectares, à peine plus que la superficie de l'Angleterre. Voilà. On est très loin de la superficie des forêts de Papouasie, d'Indonésie, d'Amazonie, etc. Du Congo RDC aussi. Gabegie bureaucratie. La bureaucratie, secrétée par la complexité du mécanisme et le nombre d'intermédiaires, a atteint des coûts exorbitants. Par exemple, pour une superficie de 350 000 hectares, Madagascar, 500 000 euros devaient être versés chaque année. La bureaucratie, les hommes qui viennent se greffer sur tout ça, surtout les intermédiaires. Les besoins des peuples, des peuples misérables, le gouvernement des pauvres, comme on peut dire aussi, sont colossaux. Oui. Le RED a été un échec total. L'opposition à RED 2013, au Pérou, les Indiens d'Amazonie ont contesté le programme, sévèrement, durement. Au Brésil, la nouvelle route transocéanique qui relie la côte du Pérou au Brésil est devenue un axe de colonisation de la forêt amazonienne pour les agriculteurs et les éleveurs surtout, venus des Andes. Surtout quand le Brésil a affiché sa volonté d'être le premier producteur de viande bovine au monde. Il y a eu des fièvres de l'or, du caoutchouc, maintenant c'est le carbone, la fièvre du carbone. Voilà.
Les entreprises, les ONG, les fonctionnaires recherchent quelque chose de magique. La signature du chef local sur un bout de papier, donnant des droits sur des crédits carbone pour des projets de déforestation ou de conservation des arbres. Voilà. Les Indiens dans tout ça, ce sont les vrais propriétaires de la forêt et demandent à être associés aux plans qui souvent se font sans eux. Oui, ça aussi. Depuis l'Afrique centrale jusqu'à l'Indonésie, la protestation est no red. Voilà. Voilà la conclusion générale de RED. Un échec total. Donc à cette politique du carbone et des crédits carbone, en dehors de RED, sont apparus les premiers escrocs. Nous avons donc traité l'histoire et les principes, et nous allons passer dans la vidéo suivante à ces premiers escrocs. Voilà. Eh bien, je vous dis donc à ce grand B sur les escrocs. Nous verrons qu'il y a eu de seconds escrocs à la TVA. Il y a eu des ratés politiques, plusieurs. Et l'on est arrivé à un projet de taxe carbone mondiale, avec des réserves du patronat, une application réservée, des limites, et une France, la volonté de faire une France non polluante. Cela clôturera cette note d'actualité assez dense et assez fournie sur le carbone. Bien, je vous dis à la vidéo suivante sur les premiers escrocs. Nous allons voir comment ces escroqueries se sont mises en place, et y compris fiscalement à la TVA aussi.